Je m'appelle Chloé Vasseur et j'y ai 29 ans. Il y a 11 ans, ma grand-mère a glissé un morceau de papier plié dans ma paume à l'intérieur d'un couloir des hôpitaux qui sentait l'antiseptique et les vieilles fleurs. Elle m'a fait promettre de ne pas l'ouvrir avant d'avoir construit quelque chose par moi-même, quelque chose qu'elle ne pourrait pas m'enlever. Elle parlait de ma mère. Marguerite Vasseur avait passé 40 ans à bâtir un empire de services traiteurs à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Quand je dis un empire, je parle du genre des entreprises qui s'occupent du banquet des investitures du maire et des réceptions de mariage les plus luxueuses des vignobles bordelais. Elle avait bâti à partir d'une simple cuisine professionnelle en location et d'une camionnette de livraison des occasions quand j'y avais 3 ans. Quand j'y ai fêté mes 16 ans, le groupe Vasseur Réception employait 90 personnes et détenait des contrats des exclusivités avec 4 des domaines événementiels les plus prestigieux de la région. C'était extraordinaire. C'était aussi toute son identité, et elle gérait cette identité de la même manière qu'elle gérait le personnel de sa cuisine, avec une autorité absolue et non négociable. Ma sœur aînée, Diane, a très tôt assimilé la précision opérationnelle de notre mère. À 22 ans, Diane portait le tour de cou de l'entreprise comme une décoration militaire. Elle parlait en prévision trimestrielle et pourcentage de rendement. Elle incarnait le plan de succession, préparé et emballé comme un cadeau. J'y étais l'anomalie. Je faisais du pain, je ne faisais pas de service traiteur, je ne gérais pas, je ne faisais pas de projection. Je faisais spécifiquement du pain. Je suis devenu obsédé par la fermentation du levain à 14 ans après qu'un projet de SVT au collège a mal tourné et a produit le pain le plus extraordinaire que j'y ai jamais goûté. Je passais tous mes après-midi après le lycée dans la cuisine familiale, à nourrir des cultures de levain sauvage que je nommais des musiciens de jazz. Je vérifiais les températures comme les autres adolescents vérifiaient leur téléphone. Je remplissais des cahiers à spirale de taux déhydratation et de temps de fermentation. Ma mère voyait cela comme un chirurgien verrait un enfant jouer avec des pansements. Adorable, mal avisé, et totalement hors de propos. La confrontation qui a modifié la trajectoire de ma vie s'est produite un mardi soir dès octobre, 3 semaines avant mon 18e anniversaire. J'y avais été accepté dans un programme des arts culinaires à l'Institut Paul Bocuse à Lyon, pas avec une bourse partielle, mais avec une bourse des excellences complète, spécifiquement attribuée pour l'innovation en boulangerie artisanale. La lettre des acceptations est arrivée avec un mot manuscrit du directeur du département qui avait examiné le portfolio de recherche sur la fermentation de 30 pages que j'y avais soumis. Il a qualifié ma méthodologie, et je me souviens de cette phrase exacte parce que j'y ai lu la lettre environ 400 fois, des authentiquement originales. J'y ai placé la lettre des acceptations sur l'îlot central de la cuisine où ma mère examinait ses contrats hebdomadaires chaque mardi soir. Je l'ai entouré de 6 pains au levain que j'y avais cuits cet après-midi-là. Chacun avait un taux de déhydratation différent. Chacun était parfait. J'y ai observé depuis l'embrasure de la porte ma mère entrer, poser son porte-document en cuir et regarder ce qui était étalé sur l'îlot. Elle a pris la lettre. Elle l'a lue dans son intégralité. Ensuite, elle l'a reposée, elle s'est dirigée vers le placard au-dessus du réfrigérateur et elle s'est versé 2 doigts de cognac. Elle m'a dit que la bourse était flatteuse. Elle m'a dit que faire du pain pour gagner sa vie était un beau passe-temps. Puis elle m'a dit que le groupe Vasseur Réception avait besoin d'une coordinatrice des événements, que Diane ne pouvait pas gérer la partie opérationnelle seule, et que mon avenir était déjà tout tracé et n'attendait plus que moi. Je lui ai dit non. Elle m'a regardé de la même manière qu'elle regardait les fournisseurs qui rataient les créneaux de livraison. Calculatrice, glaciale, patiente. Elle m'a informé que si je quittais l'entreprise familiale Vasseur pour poursuivre ce qu'elle appelait un fantasme bohème, elle considérerait cela comme une démission personnelle de l'entreprise et de toute la structure financière familiale. Pas de soutien pour les frais de scolarité, pas de filet de sécurité, pas d'aide pour le loyer, pas de place future à la table du conseil. Je lui ai dit que la bourse couvrait tout. Elle a pris 2 de mes pains au levain. Elle a marché vers la porte arrière qui donnait sur la terrasse. Elle les a tous les 2 fait tomber dans la poubelle extérieure avec l'efficacité habituelle d'une femme se débarrassant d'un stock raté. Elle m'a dit que le pain était une marchandise banale, que n'importe qui pouvait faire du pain, que je gâchais un héritage pour jouer dans une cuisine que j'y aurais pu avoir gratuitement. Puis elle est retournée à ses contrats et ne m'a plus regardé. Je suis monté à l'étage. J'y ai fait une seule valise à roulettes. J'y ai ouvert ma boîte à bijoux et j'y ai pris les petites boucles des oreilles en perles qui avaient appartenu à ma grand-mère, Élise. Ensuite, j'y ai déplié le morceau de papier que Élise m'avait glissé dans la paume dans ce couloir des hôpitaux 4 ans plus tôt, le papier que j'y avais fidèlement gardé scellé. Le mot disait « Crédit Agricole »,
Compte 7741. Le code secret est la rue où nous avons grandi. Je t'observe, Chloé. Bâtis quelque chose de vrai. Je me suis assise sur le bord de mon lit pendant un long moment. Puis j'y ai appelé un taxi pour la gare. Lyon en novembre est gris et impitoyable. Mon logement étudiant était une chambre de bonne au-dessus et une laverie, ce qui ressemblait à une blague particulièrement cynique de l'univers. La bourse couvrait les frais de scolarité et une modeste allocation mensuelle. Je faisais durer chaque euro avec la même précision que j'y appliquais à mes taux d'hydratation. Le lendemain matin, je me suis rendu au Crédit Agricole de la rue de la République. Compte 7741. Je leur ai donné le nom de la rue où ma grand-mère avait grandi. Élise avait fait des dépôts sur ce compte pendant 11 ans. Le solde était de 14 000 euros. Elle n'en avait jamais parlé, pas une seule fois. Ni pendant les fêtes, ni aux anniversaires, ni lors des longs appels téléphoniques du dimanche où elle me posait des questions sur mon pain et sur les garçons. Je suis resté assise sur un banc devant la banque pendant 40 minutes avant de pouvoir bouger. Je n'ai pas dépensé un seul centime de l'argent des Élise pour mon confort. Je le considérais comme un capital des infrastructures. Je l'ai utilisé pour louer un petit espace de cuisine professionnelle le samedi matin à un bouchon lyonnais qui fermait le week-end. J'y ai développé 12 variétés de levain signature au cours de ma première année des écoles de gastronomie, affinant chacune avec la documentation obsessionnelle des scientifiques. Lors de ma deuxième année, j'y avais un nom, pas le mien. Un pain n'a pas besoin d'un fondateur, il a besoin d'une personnalité. J'y ai déposé les statuts d'une petite entreprise sous le nom de Le Pain de Grès, en référence à la couleur de la lumière de novembre à Lyon et au caractère dense et fiable d'un pain bien façonné. J'y ai commencé à vendre au marché local le dimanche, tirant un petit chariot rouge chargé de sacs en papier craft. Le premier dimanche, j'y ai gagné 64 euros. Au printemps suivant, j'y avais une liste des attentes. J'y ai obtenu mon diplôme de l'Institut Paul Bocuse avec mention. Je n'ai pas invité ma mère. Je n'ai pas invité Diane. J'y ai fêté l'obtention de mon diplôme toute seule dans un restaurant vietnamien près du campus dont le propriétaire achetait discrètement mon levain depuis 6 mois. Il a insisté pour m'offrir le repas. Cela m'a semblé suffisant. Les années qui ont suivi n'ont pas été glamour. Elles sentaient la farine, se passaient aux aurores et étaient épuisantes. J'y ai déménagé à Annecy, en Haute-Savoie. Parce que la culture gastronomique montagnarde recherchait exactement ce que je créais. J'y ai signé un bail pour une boulangerie de 80 mètres carrés dans une rue calme à quelques pâtés de maisons de la vieille ville. J'y ai peint les murs moi-même. J'y ai installé un four à solde et occasion que j'y ai acheté à une pizzeria qui fermait. J'y ai construit les étagères à partir de bois de récupération que j'y ai poncé à la main pendant 3 week-ends consécutifs. J'y ai embauché mon premier employé au bout du 4e mois. Une jeune femme nommée Camille qui avait abandonné des études de finance et avait besoin de faire quelque chose de ses mains. Je la payais ce que je pouvais. Elle arrivait 1 heure en avance tous les jours. À la 3e année, Le Pain de Grès avait fait l'objet des articles dans 3 revues gastronomiques régionales et d'une double page dans un magazine national. L'article décrivait mon levain comme étant architectural. Le journaliste a utilisé l'expression pain vivant, ce que j'y ai trouvé à la fois précis et légèrement troublant. Je gardais un profil délibérément discret. Je ne donnais des interviews que sur le processus, la science, les temps de fermentation. Je redirigeais chaque question personnelle vers le pain. Ce n'était pas une stratégie marketing. C'était simplement la vérité. Le pain était l'essentiel. Je n'étais que la personne qui entretenait le feu. Ma mère a fini par le savoir. Le monde de la gastronomie est plus petit qu'il n'y paraît. Diane m'a appelé une fois, environ 2 ans après mon départ de Bordeaux. Elle m'a dit que Marguerite avait vu l'article du magazine. Elle a dit que notre mère avait qualifié cela de petite entreprise sympathique. J'y ai remercié Diane d'avoir appelé et je suis retourné travailler. Il y a 3 mois, une femme nommée Géraldine Perrin est entrée dans ma boulangerie un mercredi matin. Elle portait un blazer en lin pâle et tenait un porte-document en cuir. Elle s'est présentée comme directrice des acquisitions pour le groupe hôtelier Beau Rivage. Beau Rivage gère 14 hôtels de charme à travers les Alpes et la Côte des Azurs. Le genre des hôtels qui comprennent qu'un petit déjeuner parfait est une décision architecturale. Leur directeur de la restauration avait récemment déclaré que la seule catégorie de produits où ils ne trouvaient pas de fournisseurs capables de répondre à leurs normes était le pain artisanal. Géraldine a posé une offre sur mon comptoir.
Beau Rivage voulait un partenariat exclusif de vente en gros de 5 ans avec le pain de Grès. Il proposait un contrat initial d'une valeur de 800 000 €. Il voulait mettre le pain de Grès sur chaque table de petit déjeuner de chaque établissement. Il voulait l'histoire. Il voulait la marque. Il voulait que je sois visible. J'y ai lu les conditions 2 fois. J'y ai demandé à Géraldine 48 heures pour examiner la proposition avec mon avocat. Elle m'a dit d'en prendre 72. Elle a acheté 2 pains en sortant. Ce soir-là, je me suis assise à ma table à dessin à l'arrière de la boulangerie et j'y ai ouvert mon ordinateur portable pour rédiger des questions pour mon avocat. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Indicatif de la Nouvelle-Aquitaine. J'y ai décroché. C'était ma mère. Marguerite Vasseur n'a pas commencé par des politesses. Elle a commencé comme elle ouvrait les réunions du conseil des administrations. Directe, efficace, un peu trop forte pour le contexte. Elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de l'offre de Beau Rivage. Les réseaux de l'industrie alimentaire dans le sud de la France sont extraordinairement perméables. Elle m'a dit qu'elle m'appelait parce qu'elle avait une proposition. Le groupe Vasseur Réception était en difficulté. Les contrats des exclusivités des lieux de réception arrivaient à expiration. 2 des 4 domaines viticoles avaient changé de propriétaire et internalisé leurs services traiteurs. Diane gérait l'hémorragie opérationnelle, mais le déficit de revenus était important. Ma mère faisait face à sa première véritable contraction financière en 30 ans. Sa proposition était claire. Elle voulait que le pain de Grès soit intégré au groupe Vasseur en tant que filiale. Elle fournirait l'infrastructure de distribution, ses relations existantes avec les lieux de réception et le nom Vasseur, qui avait encore un poids considérable à Bordeaux. En échange, je céderais à son entreprise une participation de 49% dans ma boulangerie et je déménagerais la production dans la cuisine professionnelle de Vasseur à Bordeaux. Elle a dit que c'était le choix intelligent. Elle a utilisé le mot synergie sans avoir la moindre conscience de sa connotation ringarde récente. Elle a dit que les entreprises familiales devaient fonctionner comme des entités unifiées. J'y ai écouté toute la proposition sans l'interrompre. Puis je lui ai dit que j'y allais y réfléchir. Ce n'était pas vrai. Je connaissais déjà ma réponse, mais j'y avais besoin de 24 heures pour confirmer que ma réponse venait de la clarté des esprits plutôt que d'une vieille colère. Le lendemain matin, j'y ai conduit jusqu'au belvédère de la montagne à 10 minutes de ma boulangerie où je vais quand j'y ai besoin de réfléchir sans avoir l'odeur de la farine dans le nez. Je me suis assise sur le capot de ma voiture et j'y ai regardé la lumière du petit matin se déplacer sur la crête. J'y ai repensé aux 14 000 € des Hélises et au nom de la rue que j'y avais donné au guichetier de la banque. J'y ai pensé à Diane se tenant derrière ma mère dans la cuisine familiale, me regardant silencieusement faire mes bagages. J'y ai pensé aux 64 € dans un petit chariot rouge. Je suis retourné à la boulangerie, j'y ai appelé mon avocat et j'y ai signé le contrat Beau Rivage. J'y ai appelé ma mère cet après-midi-là. Je lui ai dit que je déclinais sa proposition. Je lui ai dit que je comprenais qu'elle traversait une période de revenus difficile et que j'y espérais sincèrement que le groupe Vasseur Réception se stabiliserait. Je lui ai dit que je n'avais aucune envie d'entrer dans un conflit prolongé. Puis je lui ai dit la vérité. Je lui ai rappelé qu'il y a 11 ans, elle avait jeté 2 de mes pains dans une poubelle et m'avait dit que je gâchais mon héritage. Je lui ai dit que je comprenais maintenant qu'elle y croyait sincèrement. Je comprenais qu'elle pensait me protéger d'un chemin difficile. Mais c'était mon chemin à parcourir. La difficulté en était justement l'essence. Le pain que je cuisais dans une cuisine louée le samedi matin tout en suivant des études grâce à une bourse n'était pas un fantasme bohème. C'était la fondation d'une entreprise qui portait maintenant la foi silencieuse de ma grand-mère et le travail de personnes comme Camille, qui arrive 1 heure en avance tous les jours parce qu'elle croit en ce que nous construisons. J'y ai dit à ma mère que le nom Vasseur ne m'intéressait plus. J'y avais construit le mien. Le silence a pesé lourdement au bout du fil pendant un long moment. Ma mère a dit doucement que Élise a toujours cru que j'y étais celle qui la surprendrait. Je lui ai dit que Élise avait raison. Je lui ai dit au revoir. Je n'ai pas été méchante. J'y en avais simplement fini. Le partenariat Beau Rivage a été lancé 6 semaines plus tard. Le déploiement a commencé avec 3 établissements. À la fin du premier trimestre, les 14 hôtels servaient le pain de Grès au petit déjeuner. J'y ai embauché Camille comme directrice des opérations. J'y ai recruté 4 boulangers supplémentaires. Je me suis agrandi avec un 2e espace de production pour répondre au volume de gros. Sur ma table à dessin,
entre mes cahiers de fermentation et une balance calibrée au gramme près, trône un petit bocal en verre. À l'intérieur se trouve une cuillère à soupe de levain déshydraté de ma toute première culture, celle que j'y avais nommée Django Reinhardt quand j'y avais 14 ans. Il a survécu au déménagement depuis Lyon. Il a survécu aux hivers savoyards. Il a survécu à chaque matin où je doutais que toute l'entreprise soit, comme ma mère elle avait dit un jour, un beau passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps. C'est une chose vivante. Je le nourris chaque matin. Il nourrit tout le reste. Ma grand-mère m'a appris de la façon dont les grands-mères apprennent les choses, avec patience, des mots pliés et des comptes bancaires discrètement approvisionnés. Que construire quelque chose de vrai requiert une forme particulière de foi. Pas la foi que quelqu'un vous offrira le résultat sur un plateau d'argent. La foi que le processus lui-même vous soutiendra pendant que le résultat prend le temps d'y arriver. Marguerite Vasseur a construit quelque chose d'extraordinaire à partir de rien. Je ne cesserai jamais de respecter cela. Mais elle a confondu l'empire avec la leçon. La leçon n'a jamais été d'hériter de tout cela. La leçon a toujours été de construire quelque chose qu'ils ne peuvent pas t'enlever. J'y ai finalement compris ce que Élise voulait dire par là. Non pas qu'ils essaieraient de le prendre, mais que si vous le construisez correctement de vos propres mains à partir des matières premières de vos propres convictions, il devient structurellement impossible à retirer. Vous êtes la fondation et les fondations ne négocient pas avec les gens qui ont un jour jeté leur pain à la poubelle. Si on vous a déjà dit que votre rêve était une marchandise banale, que n'importe qui pouvait faire ce que vous faites, que vous abandonniez un héritage en choisissant votre propre voie, je veux que vous entendiez ceci clairement. L'héritage que vous construisez de vos propres mains est le seul qui vaille la peine d'être hérité. Continuez à nourrir la culture. Le pain finit toujours par lever.